Je voulais présenter à ceux qui ne connaissent pas Michel Nedjar, qui est parmi nous. Alors Michel est artiste, c'est l'alcôve qui est ici lui est dédiée. La collection qui est présentée, ce sont les œuvres de la collection Cordier. Mais nous connaissons Michel Nedjar depuis fort longtemps, puisque en tant que galeriste, j'ai eu la joie, le privilège de présenter beaucoup de fois l'œuvre de Michel dans ma galerie. Et aujourd'hui, on ne vient pas pour présenter le travail, enfin Michel ne vient pas pour présenter le travail, mais il se trouve que Michel a plusieurs passions, et une autre de ses passions, c'est la collectionnite, comme ma mère, si je puis dire. Hein, voilà. Et donc, Michel, avec Madeleine Lemel, a été à l'initiative de cette grande collection qui s'appelle la collection de la Racine. Et on boucle aujourd'hui donc le cycle sur ces fameuses collections hors les normes, d'art brut, d'art singulier, enfin je ne nommerai pas plus. Et la façon dont ces collections sont passées donc, du privé au public, et le meilleur exemple étant celle de la donation de la collection donc, de la Racine au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Moi je ne connaissais pas le lieu, je suis très étonné, je trouve que c'est un lieu magnifique, bravo Dominique, bravo Philippe, et je suis très très content d'être ici. Alors, comment commencer, hein, parce que c'est une longue histoire, avec beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, d'amitié, de passion. On est tous possédés par quelque chose. Donc je vais commencer dès le début pour ne pas me perdre un peu, parce que je n'ai pas l'habitude aussi de raconter les choses. Mais bon, je vais raconter comme si c'était une histoire, il était une fois. Et voilà, donc là je crois que sur l'écran vous me voyez avec les deux personnes. Donc tout au bout il y a Madeleine Lemel, à côté de moi il y a Claire Teller, qui est belge, et au bout il y a Madeleine Lemel. Voilà, Madeleine Lemel, que j'ai rencontrée en 1978 pendant l'exposition Les Singuliers de l'Art, une grande exposition, aussi une collection d'Alain Bourbonnais, l'Atelier Jacob. Et l'Atelier Jacob a été aussi un moment très important pour le départ de ma carrière, quoi. Donc je vais peut-être commencer par là, pour raconter l'histoire, parce que ça se fait comme ça, sans volonté, avec des rencontres, et ça c'est extraordinaire. Donc 1976, j'avais vécu 1 an et demi au Mexique, je rentre à Paris, et mais même avant, parce que là on est dans l'art brut, en 1969, je découvre dans un livre l'œuvre d'Aloïse. Un livre d'art que ma sœur m'a prêté, ma sœur Sylviane, qui avait gagné un prix dans une école d'esthétique, décoration, et son prix, on lui avait donné plein de livres d'art, et elle vient en 1969 avec tout ça, et elle me dit « Michel, regarde, ça va t'intéresser, parce que moi je dessine depuis que je suis dans le ventre de ma mère, avec le placenta, je crois. » Et donc, j'ai pas attendu le label artiste pour être un artiste. Moi, je dessine depuis que je suis gosse, je fais des choses depuis que je suis gosse. Et donc, j'ouvre un gros livre d'art, Histoire de l'art, qui était de la préhistoire à l'art moderne. Et à la fin de ce bouquin, je découvre une œuvre d'Aloïse. Il y avait aussi Sous terre, aussi je me souviens dans le livre. Il y avait surtout une œuvre d'Aloïse. Et là, ça a été, pour moi, je crois que le monde a basculé. Je me suis dit, si ça c'est reconnu comme œuvre d'art, pour
pour moi, tout est possible. Alors, donc, je rencontre en 1969 l'œuvre d'Aloïse dans ce bouquin qui m'a complètement bouleversé. Et je dis toujours, il y avait marqué œuvre de schizophrène de la collection du docteur machin truc chouette de Lausanne. Et en dessous, il n'y avait pas marqué le mot art brut. Et ça, j'y tiens énormément. Parce que souvent, je pense que cet adjectif art brut fait écran pour regarder une œuvre, surtout maintenant, avec tout ce qui se passe dans l'art brut. Des fois, je suis un peu désespéré. Donc, quand j'ai découvert cette œuvre d'Aloïse, il n'y avait pas du tout marqué art brut. Et ça a été, à un moment donné, j'ai déchiré d'abord l'image dans le livre, que j'ai mis dans mon sac à dos. Dans 69-70, je me balade jusqu'à Katmandou avec l'œuvre d'Aloïse dans mon sac à dos, qui est devenue vraiment mon icône et ma révélation, l'épiphanie de ma vie. Donc, je vous disais, donc j'ai vécu 74 jusqu'en 76 à Mexico. Je suis rentré donc à Paris. Et rue de Rivoli, un matin, je ne sais pas ce que je foutais rue de Rivoli, mais je me souviens que je rentre dans un café, je bois beaucoup de café, et donc au bar de ce café, je vois une affiche, exposition d'Aloïse, rue Jacob, à l'atelier Jacob. Alors là, j'y vais, j'y cours même, je cavale, et c'était le matin, donc l'atelier était, je me souviens, l'atelier Jacob était fermé, j'attends, et à 14h, la galerie s'ouvre, et je vois mon idole d'amour. Je vois mon idole d'amour et je suis là tous les jours. Tous les jours, je vais voir Aloïse. Et donc les propriétaires, Caroline Bourbonnais et Alain Bourbonnais, me disent « Mais vous faites quelque chose ?» Je dis « Oui, je fais des choses, je fabrique des petites choses, des poupées, tout ça. » Et alors ils me disent, on aimerait bien les voir. Donc je sympathise, surtout avec Caroline. Bourbonnais me faisait un peu peur, très imposant, des grosses moustaches comme ça, mais très fort. Et bon, la relation avec le paternel était déjà pas facile, mais là il y avait un autre paternel. Mais Caroline, la femme plus intuitive, plus sensible, me dit, viens me voir un jour Michel et montre-moi ce que tu fais. Je ne lui ai pas montré tout de suite ce que je faisais. Parce que petit à petit, en rentrant du Mexique, là je parle de moi, hein, pour vous montrer un peu aussi comment ça se développe. Hein. En rentrant peut-être 6 mois ou 1 an après en 77, je fais une très grande dépression, où je bascule vraiment dans la grande mélancolie. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qui suis-je? Tout le bordel comme ça dans sa tête, la confusion. Je devenais aussi très agressif. Et mes amis très proches me disaient « Michel, écoute, t'es là, t'es mal barré. Soit tu vas à l'hôpital, soit tu prends des médicaments, mais là, c'est plus possible, on peut plus te supporter. Si tu vas... » Et c'est vrai que j'allais vraiment très très mal. Je m'enfonçais dans cette mélancolie. J'habitais à Belleville. Et je me suis dit, bon, heureusement que j'avais des amis qui m'avaient quand même averti, des amis très proches, et je me suis dit, je vais essayer, avec la création, de m'en sortir. Et donc c'est là que j'ai commencé, à Belleville, à faire mes poupées, très sombres, avec toute... bon là, c'est vraiment sur mon travail, mais pour revenir avec la racine, donc je montre mon travail 1 an et demi après à l'atelier Jacob, et c'est à ce moment-là aussi que Alain Bourbonnais veut présenter sa collection à l'Arc au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais moi, comme je travaillais le week-end, le samedi, le dimanche et le lundi, je travaillais avec ma grand-mère au marché aux puces, donc je ne connaissais pas les gens qui allaient le samedi à l'atelier Jacob, et à l'atelier Jacob, souvent venait Madeleine, Lommel et Claire Teller. Mais moi, je ne les voyais pas le week-end parce que je travaillais au marché aux puces. Et donc, j'expose, donc mes poupées sont exposées dans cette grande exposition Les Singuliers de l'Art, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et donc, pendant l'exposition, donc en 78, je reçois un coup de téléphone de Madeleine Lommel, qui est là tout au bout,
qui me dit « Bon, monsieur Nedjar, je connais votre travail, je les ai vus à l'atelier Jacob et je viens de les voir à l'Arc, les singuliers de l'art, et je prépare une exposition et j'aimerais bien vous rencontrer pour voir si vous voulez bien participer à cette exposition. » J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, une semaine après ou 15 jours après, Madeleine Nomel monte au 6e étage à Belleville. Elle avait un poumon en moins parce qu'elle avait eu la tuberculose, avec beaucoup de difficultés. Elle n'était pas montée avec Claire Teller, elle était montée avec une voisine qui s'appelle Gilles. Elle dessinait parce que Madeleine Nomel était très contagieuse. Ça veut dire que tout le quartier se mettait à dessiner. Tellement elle était passionnée et tout le monde était contaminé par Madeleine Nomel, puis elle avait un tel charisme, une locomotive, un peu comme Dominique, cette passion, cette possession qu'elles ont ces femmes, et hop, puis moi donc fasciné, tout de suite fasciné par une telle, donc elle monte au 6e, je me souviens j'avais même pas une chaise là dans mon 6e, je l'ai fait asseoir sur le lit, et puis elle m'a dit ben voilà, je prépare une exposition, je voudrais faire une grande exposition, elle connaissait beaucoup d'artistes, et puis elle m'a dit, bon, j'aimerais bien que M. Nedjar participe à cette exposition. Elle dit, je cherche un lieu, et aussitôt que j'ai le lieu, je vous préviens. Donc on l'avait sympathisé, et on ne pouvait être que fasciné par Madeleine. Donc, quelques mois après, je reçois un coup de téléphone de Madeleine, elle me dit, enfin, j'ai trouvé un lieu, qui est à Aulnay-sous-Bois, dans la maison de la culture d'Aulnay-sous-Bois. Et puis moi, Aulnay-sous-Bois, c'est là que j'ai vécu toute mon adolescence. Rien que le mot Aulnay-sous-Bois, j'ai dit Aulnay-sous-Bois, c'est génial, c'est là que j'ai vécu toute mon enfance, jusqu'à 17 ans. J'ai quitté Aulnay à 17 ans. Et j'ai dit sans problème, je lui ai fait confiance. Et voilà, on se retrouve donc à Aulnay-sous-Bois avec Madeleine, Claire Teller et moi pour préparer cette exposition et rencontrer les artistes. Qui a été une belle expérience. Et là, notre amitié commençait vraiment à chauffer, parce que la Maison de la Culture voulait bien faire l'expo, mais ils n'avaient plus de fric, donc on était obligés nous-mêmes de trouver le matériel. Ça veut dire qu'on faisait le marché d'Aulnay-sous-Bois à la fin pour trouver les cajots, le tissu, et donc on avait bricolé comme ça une exposition qui était pas mal, et qu'on a appelé les jardins barbares. Voilà, donc là il y a le carton d'invitation de cette expo, avec un de mes dessins, mais il y avait sur les cartons il y avait aussi des dessins d'autres personnes, d'autres artistes. Là c'est le carton avec une de mes œuvres. Donc voilà, Jardin barbare. On avait trouvé ce nom pour l'exposition. Et pendant la préparation de cette exposition, on s'est tellement sentis dans le même bateau, on avait des affinités comme sélectives sur l'art et tout ça. Et sans le savoir, pour le futur, Madeleine me demande si je voulais bien. Elle cherchait quelqu'un pour faire une association, donc il faut 3 personnes au début pour une association. Hein. Un comptable, un président, tout ça. Bon, un trésorier. Donc 3 personnes. Elle me dit, voilà, Madeleine me dit, écoute, je suis avec Madeleine, et maintenant, est-ce que toi tu veux? Alors moi, elle dit association, mais je ne sais absolument pas ce que ça voulait dire. Moi, j'ai dit oui, parce que devant Madeleine à genoux. Et voilà, donc voilà, on fait cette association, on la dépose, voilà, le règlement. Et donc, me voilà embarqué dans une association qui a duré et qui dure encore, parce qu'on est toujours associatif, même si les œuvres sont aux lames. On a gardé le statut association. Et donc, voilà l'histoire qui commence, qui a été très vite en fin de compte. Une fois que l'expo d'Aulnay-sous-Bois s'est terminée, qui a eu un petit succès quand même, et puis cette rencontre d'amitié, Madeleine et Claire. Claire habitait en Belgique, à Liège, donc l'association était franco-belge. Et bon, les membres, de plus en plus, des membres. Télérama, donc le patron de Télérama, qui s'appelait je ne sais plus comment, Bernard, était aussi tombé complètement
comme on pouvait pas, devant Madeleine, tout de suite, devant sa passion, on pouvait tomber complètement, on adhérait tout de suite à sa passion. Et grâce à Bérard, on avait une pub toutes les semaines dans Télérama, gratuit. Et des gens comme ça sont venus à l'association. Donc, Madeleine m'a dit, maintenant il faut trouver un lieu où on peut exposer et garder ce lieu pour longtemps. Donc Madeleine habitait à Gagny, à côté de Villévrard et Maison-Blanche, et elle connaissait très bien le maire de Neuilly-sur-Marne, parce qu'avant la Racine, elle faisait des carnavals, elle aidait des gens du 3e âge pour le carnaval. Elle avait perdu son mari 1 an avant, donc elle était très active dans les associations. Et elle avait fait aussi une association de femmes où elle demandait à des femmes de venir et dans un lieu pour dessiner, s'exprimer. Donc elle était déjà engagée dans un mouvement comme ça, très, très dynamique. Et donc elle a été voir ce maire, Maya, qui n'a pas voulu tout de suite nous prêter un lieu dans Neuilly-sur-Marne, mais grâce à son second, je ne sais plus comment on l'appelle, l'adjoint, une femme qui connaissait très bien Madeleine, elle a dit « moi je vais vous trouver un lieu ». Et elle nous a trouvé un lieu qui était dans un pavillon, le pavillon peut-être là, oh c'est extraordinaire, vous voyez, voilà, ce pavillon qui était tout occupé par la musique, par l'école de musique, à côté de la mairie, à Neuilly-sur-Marne, et à côté, à droite, là il y a une petite fenêtre, il y avait une entrée, c'était le petit appartement du concierge qui était parti, et cet adjoint nous a dit, ben voilà, je vous passe l'appartement du concierge, et on l'a, avec des amis, on l'a complètement rénové, j'ai fait venir tous mes amis du marché aux puces, on a scié, on a collé, on a caché la baignoire, le lavabo, on a fait des étagères, on a acheté de la toile au marché à côté du Sacré-Cœur, voilà. Au marché Saint-Pierre. Donc voilà, on s'est retrouvés comme une vingtaine avec tous les amis, on était dans une dynamique et on a fait là des expositions et on était donc venus l'association La Racine. Et là, petit à petit, pendant presque, je sais plus, moi j'ai beaucoup avec les dates, tout ça, on a commencé donc en 80 jusqu'en 99. Et là, il y avait on a fait des expos, on a exposé. Et en 85 ou 86, des gens du musée du Louvre sont venus nous voir. 81, voilà, je me souviens parce que c'était Mitterrand. Mitterrand arrive, il y a déjà plein de petits musées qui commencent à se construire dans toute la France. Et je crois qu'ils nous aidaient beaucoup. Et grâce à l'avenue de Mitterrand aux socialistes, on a pu être aidés. Et ils nous ont demandé, et on voulait des subventions parce qu'on n'avait pas d'argent, hein. On a fait ces expos sans argent, à tel point que Madeleine voulait hypothéquer son garage. Moi, je faisais des échanges avec des galeries, j'exposais, même en Suisse, je demandais s'ils n'avaient pas des œuvres d'art brut, donc j'ai fait des échanges. Claire aussi, avec les membres de Belgique, on avait un peu d'argent. On faisait des petits membres dessinés à la main. On essayait de survivre comme ça et on demandait à des auteurs de nous donner des petits dessins qu'on vendait dans le musée. C'était pas le musée encore, mais qu'on vendait dans l'association. Ça veut dire pour 10 francs, 20 francs, on avait des œuvres que maintenant on retrouve à 3 000 et 4 000 euros. Voilà. Donc il y a des gens qui nous ont acheté ces œuvres, puis on avait comme ça une petite caisse, mais c'était pas assez parce que de temps en temps il nous arrivait des très belles pièces. C'est comme ça qu'on a loupé des Wolflick, qu'on a loupé des Aloïs, c'était trop cher, et des McGill qui venaient d'Angleterre. Mais la collection commence à avoir une renommée mondiale parce qu'il y avait des Américains qui venaient nous voir, Milwaukee, des gens en pied de l'eau qui venaient nous voir, les Allemands, et puis on était d'un seul coup on était un peu dépassés. Donc avec le culot de Madeleine, elle m'a dit, Claude Michel, on va aller voir les gens du Louvre. À l'époque, il s'occupait aussi du musée à Henri Cousseau, qui s'occupait de Chessac au Sable d'Olonne. Il est venu voir le bâtiment, on n'avait encore rien du tout, et il nous a encouragés. Il a dit, allez-y, et on va vous aider.
Donc on a pu avoir des subventions, on a pu acheter des œuvres, et là on a pu avoir une très belle collection permanente, et on faisait des expositions temporaires. Peut-être on peut voir autre chose. Ah ben voilà, donc là c'est l'intérieur de... Là c'est Madeleine, avec des œuvres de Cooking. Ouais, mais à côté, oui. Donc c'est celle-là, voilà. Donc voilà, c'était devenu quand même un très beau lieu. Après on a eu les caves qu'on a aménagées parce qu'on avait eu des subventions. Donc tout ça dans une dynamique... C'était vraiment des moments passionnants, et en plus, on voyait les auteurs. Et c'est vrai, quand moi j'ai commencé après, quand j'ai vu que ça s'appelait art brut, donc je me suis un peu intéressé, mais j'avais une idée, j'avais le cliché de l'art brut, comme tout le monde a souvent, la confusion, que l'art brut c'est l'art des fous. Donc j'avais comme ça, et petit à petit, en rencontrant ces auteurs, j'ai pu constater que tous les clichés qu'on avait sur l'art brut étaient dégommés, quoi. Parce que je parlais avec ces auteurs et je me suis rendu compte, je me dis, mais en fin de compte, on a plein de clichés sur l'art brut qui sont complètement fausses et qui font écran. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai vu Aloïse, heureusement, sans ce mot art brut en dessous. Parce que je pense qu'on peut être très sensible et qu'on peut regarder ses œuvres sans ce cliché, ce nom art brut. Mais bon, c'est Dubuffet qui l'a inventé. À l'époque, il avait énormément raison en 1945 pour un peu se séparer de Breton et de l'art officiel, l'école de Paris. Mais je trouve que maintenant, dans ce 21e siècle, on sent qu'avec la nouvelle génération et le nouveau regard que ont cette nouvelle génération, que les vieux dinosaures ont toujours ce même langage, mais ça commence un peu à s'élargir. Et c'est vrai que je suis content d'avoir quitté un peu le parti et puis de ne plus entendre les chiens de garde, les orthodoxes et tout ça sur l'art brut. Et ce qui est extraordinaire, donc dans cette rencontre avec Madeleine et Claire, on était tellement dépassés, et puis Madeleine commençait à vieillir, Claire aussi, et moi je rentrais aussi dans un truc de maladie pas drôle du tout. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et de toute cette belle collection qu'on a réunie? Donc on a pris quand même rendez-vous avec le maire Mayas à l'époque, et puis il nous dit, vous savez, vous n'aurez plus de subventions. On se dit, mais pourquoi? Il dit, moi j'en ai marre de ces œuvres de fous, de cinglés. Il y a Ville-Évrard et Maison Blanche à côté. Moi je veux des sculptures monumentales dans le parc, d'art contemporain. Là on a vu qu'on était un peu perdu, qu'il fallait réagir. Donc on a été voir les musées de France pour leur demander s'ils n'avaient pas un lieu à nous proposer dans la France. Alors donc ils ont lancé un concours, ils ont lancé, comment on appelle ça, dans tous les musées, des appels d'offres, voilà, des appels d'offres. Donc ça a duré à peu près 6 mois et on en a eu pas mal, de Clichy, du Midi, de la Maison de Matisse. Et Lille, Villeneuve-d'Ascq, il y avait déjà un musée d'art contemporain. On peut le voir peut-être, alors bon à côté là, peut-être on peut voir Claire, Robillard et Claire, mais je crois qu'on peut voir, bon ça c'est moi avec Robillard, mais après voilà. Donc tout ce qui est en briques existait déjà. L'architecte, bon voilà, je ne me rappelle plus. La nouvelle architecte? Oh, non, l'ancien. Mazurel, non, tout en briques comme ça. Et déjà il y avait une collection de Mazurel. Et donc, ils sont venus nous voir à la Racine en délégation. Il y avait Joël Pijaudier. C'était pas évident, hein. Ils connaissaient pas trop ce qu'on appelle l'art brut. Et je me souviens, Joël Pijaudier, donc la conservatrice, qui était là en train de manger ses ongles devant tout ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y avait aussi un communiste, il y avait il y avait Mauroy aussi, mais il n'était pas là. Bon, ils étaient une dizaine, puis il y avait Savine Faupin. Et patati patata, et puis on était un peu déçus parce qu'ils n'étaient pas très emballés par la collection. Et je ne sais pas qui a dit dans le groupe, eh bien, on va faire une expo à Villeneuve-d'Ascq, on va voir, on va exposer tout ce qu'on peut de la Racine. On va faire une exposition de la Racine à Villeneuve-d'Ascq et on verra bien. Donc ils sont tous partis, on était très déçus, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme et tout ça. On voyait qu'ils étaient un peu paumés devant cet objet non identifiable et non identifié. Donc on était un peu tristes, on dit bon, ça va être encore le parcours du combattant.
Mais on voulait vraiment partir parce que ça sentait vraiment mauvais. Et puis bon, on avait travaillé, on avait des belles choses et tout ça. Et puis donc on fait cette expo. On fait cette expo, un an après, on fait l'expo à Villeneuve d'Ascq, de la Racine. Ça a été un tel succès. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée, qui avaient un peu peur de l'art contemporain surtout. Et de bouche à oreille, ça a été vraiment, il y avait la queue. Et ça a été extraordinaire pour nous et pour eux, parce que là, ils ont dit, là, on prend la collection et on va faire quelque chose. Alors, je ne vous dis pas aussi les démarches, parce qu'il faut des notaires, il faut faire des clauses, et ça dure longtemps. Et mais grâce à Dieu, on avait trouvé le notaire de Jean Dubuffet. Une connaissance nous a dit que je connais le notaire de Jean Dubuffet, et lui, il faisait des donations pour Beaubourg, il s'occupait de tous les paperasses, tu dois connaître ça, Philippe. Et grâce donc à ce notaire Daucher, qui nous a beaucoup aidés et qui est aussi tombé aussi en admiration devant ce volcan Madeleine Nomel qui était complètement flamboyante, ce qu'on appelle une belle hystérique flamboyante, tellement elle en voulait. Mais ça aide, parce que je trouve que les hystériques flamboyantes, elles font des choses, elles sont pas mal du tout. Et Daucher est complètement fasciné par Madeleine et dit, mais je vais tout faire pour vous aider, gratuitement, parce que bon, ça coûte très cher, un notaire, surtout le notaire de Jean Dubuffet. Et donc, on a eu beaucoup de chance, énormément de chance, vraiment. Et donc, grâce à lui, on a fait des clauses honnêtes, parce que le Nord aussi avait leur notaire, donc il y a eu des discussions, tout ça. Et dans les clauses, c'était écrit qu'il ne fallait pas mélanger ça avec l'art contemporain. On voulait un lieu spécifique pour cette collection. Donc ce lieu spécifique a été construit par un architecte... Emmanuel Gautran qui avait fait les plans, tout ça. Alors on peut montrer l'autre avant parce que voilà, il est juste collé à côté de l'autre, donc elle n'a pas touché à l'ancien. Et tout ce qui est blanc, c'était pour recevoir la collection de la Racine. Ça demandait énormément de temps, 4 ans, Madeleine était très malade, et là, elle est morte bien avant, 1 an avant que le musée d'art brut aux Lames s'ouvre. Et ça, c'était vraiment dommage, parce que c'était vraiment elle, je peux dire la locomotive de tout ça. Moi, je suivais, Claire aussi suivait, mais Madeleine, vraiment, toute sa passion, vraiment, je lui rends hommage. J'espère qu'elle m'entend là-haut, que même à la fin, on s'engueulait pas mal, parce qu'on avait des désaccords après sur l'art brut, et le ghetto de l'art brut, parce que moi, je trouvais qu'il fallait montrer les œuvres d'art brut avec d'autres œuvres aussi. Et elle a été quand même de l'ancienne garde, ce que j'appelle les dinosaures, elle partit, et je commençais à être un peu fatigué de ce discours, quoi, qu'on ne pouvait pas s'en sortir et qu'il fallait. Et notre dispute a été, c'est quand il y a eu une expo à Maison Rouge avec le Sage et un artiste allemand. Ça, c'est dommage on aurait pu en parler avec Antoine de Calbert, il recevait des lettres de Madeleine, parce qu'Antoine de Calbert avait demandé à Madeleine des œuvres de Le Sage qui se trouvaient à la Racine, mais Madeleine ne voulait pas mélanger ça avec de l'art contemporain, mais cet artiste allemand d'art contemporain, il s'était inspiré de l'œuvre de Le Sage. Et j'ai dit à Madeleine, mais c'est extraordinaire, il faut à tout prix, il faut prêter les œuvres, au contraire, il faut sortir la Racine. C'était Arnaud Freiler. Oh non, c'était un autre qui faisait en céramique. Mais il parlait, ça aussi, sa révélation, ça a été Le Sage, et donc il s'était beaucoup inspiré de Le Sage. J'ai dit au contraire, il faut montrer que l'art brut peut influencer l'art contemporain et vice-versa. Mais elle ne voulait pas. Elle avait écrit à de Calbert des lettres injurieuses, en le traitant de tous les noms. Mais ça, c'est les anciens, hein, qui sont vraiment fixés, qu'il ne faut pas mélanger et tout ça. Bon, là, quand même, là, aux Lames, on ne mélange pas ces œuvres-là avec l'art contemporain, ça c'est tout à fait normal. Mais pour des expos comme ça, parce qu'il y a des belles analogies à faire, et puis pour sortir ce l'art brut de cette chose, du ghetto, quoi, du ghetto. Ça va beaucoup mieux là en 2017, il commence à avoir des belles expositions d'art brut, d'art contemporain et moderne, d'art premier. Il y en a une très belle où j'ai participé à Maison Rouge, justement Lucienne Perry avec le commissaire qui était l'ancienne directrice de l'art brut à Lausanne. Il a fallu qu'elle se fasse virer pour qu'elle soit beaucoup plus ouverte. Comme je lui dis, il a fallu que tu sortes vraiment du carcan, que tu te fasses virer pour enfin avoir une autre dimension sur l'art brut. Bon, elle a fait une super expo. Pour moi, ça a été bouleversant, cette exposition, parce que je me suis retrouvé avec des œuvres
mes petits gris-gris des œuvres que j'avais vues à 7 ans et 17 ans au Musée de l'Homme, et là d'un seul coup je me suis retrouvé à côté, et pour moi ça a été le plus beau cadeau, même plus que l'introspective. Je pense que j'étais bouleversé, je n'ai même pleuré, parce que j'ai dit à Lucienne Perry, ça c'est vraiment le plus beau cadeau que tu m'as fait de ma vie. En plus je sortais de l'hôpital et tout ça, mais j'étais vraiment bouleversé. Donc voilà, donc l'architecte, les clauses, et on se retrouve donc voilà en 2007, le LAM ouvre ses portes. Hélas, Madeleine est morte 1 an avant. Mais il y a encore Claire et le nouveau président, Bernard Chéreau. Et c'est la première fois, je pense au monde, qu'il y a pas dans le même bâtiment, mais dans le même lieu, le même foyer, des œuvres d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Je crois que c'est la première expérience mondiale. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc là voilà, donc on peut voir à côté voilà les expos là, donc des grands aussi comme ça, là, grands murs blancs. On voulait pas faire noir comme Lausanne et tout ça. On voulait vraiment faire autre chose et que ça soit présenté comme des œuvres d'art. Comme à côté le musée d'art, les collections d'art contemporain et moderne. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une belle collection. Je pense qu'il y en a qui connaissent le LAM. Et voilà tout. Et c'est vraiment l'expo est respectée. Elle est montrée comme des œuvres, et voilà, les gens passent dans le moderne, les Picasso, les Klee, les contemporains, et après ils atterrissent dans les salles de la Racine, et c'est vraiment une très très belle expérience, et c'est vraiment, je suis très fier de ça, quoi, avec Madeleine, mais je rends vraiment hommage à Madeleine et à Claire, parce qu'elles ont fait beaucoup, et surtout Madeleine. Donc après il y a eu une grande expo d'Aloïse, et il y a eu une grande expo de Wolfli qui a beaucoup marqué, beaucoup cette expo. Puis elle a fait un dessin que j'ai fait en montrant la Racine et le soleil et le LAM. Et le symbole de la Racine au début c'était le soleil qu'on avait trouvé chez un auteur qui s'appelle Vergili. Je crois que c'est par là, le soleil, voilà le soleil qu'on avait trouvé chez un artiste Vergili, José Vergili, qui avait fait tout son jardin de sculptures, de choses magnifiques. Et quand il est mort, ça arrive souvent, sa femme qui voulait mettre des roses et des tulipes dans son jardin était bien contente de tout bousiller, de tout casser. Et on a pu sauver quelques œuvres. Et quelques œuvres ont été achetées heureusement par des antiquaires. J'ai trouvé des choses chez des antiquaires au marché aux puces. Et elle était très heureuse, Madame Vergili, avec ses roses et ses tulipes 2 ans après. Et donc ça arrive souvent qu'on casse comme ça les environnements, soit pour vendre la maison, mais bon, il y a des associations maintenant qui s'occupent de ce genre de lieux. Mais donc voilà, donc j'ai dit à Madeleine, écoute, puisqu'on s'appelle la Racine, on va prendre le soleil. Racine, pour moi, symboliquement, le soleil. Et donc pendant très longtemps, le soleil qui tire la langue, et nous a beaucoup intrigué pourquoi il tire la langue, mais voilà, c'était extraordinaire. Et donc on a pris ça, puis maintenant, bon, il est là, mais c'est plus le symbole du lame et tout ça. Donc c'était une histoire extraordinaire, des rencontres magnifiques. Ça nous donne aussi de vivre dans ces œuvres comment je pourrais dire, une sensibilité par rapport, je ne suis pas contre l'art contemporain, il y a des choses que j'aime beaucoup dans l'art contemporain, mais là on est dans des mondes, je dirais même on est dans des zones très sensibles, on est dans de l'humain. Avec les mots, moi j'ai beaucoup de mal, hein, parce que moi je suis un artiste, moi les mots, c'est difficile les mots, hein, mais on est dans des zones de sensibilité. Moi je dis, on est dans le regard. Et moi je dis tout ça, pour moi, quand j'aime une œuvre, c'est physique. Moi je tremble, je sens que je chante, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps, ça se passe dans le corps, c'est physique, et devant une œuvre. Hein, et c'est vrai qu'il y a des œuvres où je ne ressens rien du tout. Par exemple, je me souviens quand j'ai été voir, je donne un gros exemple, un peu mais quand même, quand j'étais voir à Beaubourg l'expo de James Kunz, ces gros trucs, le kitsch énorme, quoi. Pourquoi pas, chacun son truc, hein. Mais je me suis dit, là j'ai compris, je me dis ce type il nous écrase.
Ça veut dire que ça fait partie d'un monde, en plus capitaliste, très cher. Il sait très bien gérer son truc, mais en même temps, ces pièces nous écrasent. On ressort, on est aplati, on est abruti. Et en plus, il nous dit, c'est pas ton monde. C'est pas ton monde, c'est le monde d'un certain milieu, des artistes, c'est le monde de la finance, mais on sent qu'on est exclu. Que dans l'art brut, moi quand j'ai rencontré donc Aloïse, elle m'a donné la possibilité de faire quelque chose. Je me souviens, ce dessin, c'est dommage, j'aurais dû le mettre, ce dessin tout simple, au crayon de couleur. Mais je dis, mais je peux faire ça, je peux faire quelque chose comme ça, de ce simple. Et en plus, il s'est reconnu dans un livre d'art. Donc Aloïse, elle m'a pris dans ses bras, au milieu de ses beaux seins, elle m'a dit, vas-y mon coco, tu peux y aller. Que Jeff Koons, non, ne dit pas mon coco, tu peux y aller. Au contraire, il nous interdit. Donc on peut faire des différences comme ça. Pour moi, je dis bien mais bien sûr dans l'art contemporain, il y a des œuvres magnifiques et beaucoup d'œuvres maintenant, je trouve, qui s'inspirent même de l'art brut. On commence à sentir que l'art brut commence à un peu envahir l'inspiration contemporaine. Et ça, je pourrais vous donner des exemples. Voilà ce que je voulais dire. C'était une belle aventure et je suis très fier. Et puis les belles rencontres comme celle de Dominique, puis d'autres. Et on n'est pas tout seul dans cette histoire. Moi, je suis pas tout seul. Même dans mon travail personnel, je me dis, c'est grâce à l'autre qui me tend la main, qui me dit vas-y, qui me dit c'est bien, et qui me dit aussi je t'aime parce qu'il m'achète aussi mes œuvres. Donc on n'est pas tout seul. Moi, mon histoire, elle est faite de je suis tu, et je suis 1000 personnes aussi. Donc voilà ce que je peux communiquer, ce que je peux vous dire sur cette collection qui se trouve maintenant aux Lames de la Racine. Et ça a été une aventure extraordinaire et merveilleuse. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé avec Madeleine.